que vous dire, sinon la très grande joie et le très grand honneur que j'ai de recevoir aujourd'hui à nouveau M. Pierre Auster, et puis virtuellement Nimrod, qui nous a fait le cadeau inestimable d'un texte absolument sublime que vous pourrez découvrir dans le numéro 6 de la Nouvelle Anabase, en nous disant quel est son rapport très, très intime à la poésie de Saint John Perse. Ce sont des lignes, je crois, qu'on n'est pas prêt d'oublier quand on les a lues. Et donc nous aurons la possibilité de dialoguer dans un moment avec lui par l'intermédiaire donc, de la visioconférence. Donc vous l'avez compris, notre dernière table ronde est le point d'orgue de cette journée, la vision de Saint John Perse par les artistes, par les écrivains, par les musiciens, par les plasticiens qui nous font l'amitié d'être ici aujourd'hui. C'est déjà une tradition dans les manifestations qui ont été organisées par le site et puis par la revue que d'essayer de faire se rencontrer différents artistes qui se servent donc de différents médiums d'expression autour de la mémoire, de la trace de l'œuvre de Saint John Perse. Et nous avons ici donc des représentants particulièrement bien choisis de ces différents modes d'expression-là. Vous connaissez le lien de Pierre Auster, le lien ancien et le lien fervent de Pierre Auster à la poésie de Saint John Perse, autant en tant qu'ami qu'il a été, en tant qu'ayant favorisé ce monumental volume Honneur à Saint John Perse en 1965, et autant en tant que créateur, puisque sa poésie même, vous pourrez vous référer à cette espèce de florilège, sa poésie qui a été publiée aux éditions Poésie Gallimard, Solitude de la lumière. Sa poésie est empreinte de cette pratique de l'éloge à laquelle il est particulièrement attaché. Alors, Pierre Auster nous a fait également un cadeau. Vous voyez, nous avons, comme Saint John Perse le dit, nous avons lieu de louer, nous aussi. Nous a fait également un cadeau pour la Nouvelle Anabase, pour le numéro qui paraît mardi prochain, puisqu'il nous a confié une archive tout à fait saisissante, justement, qui est témoin de cette époque où était en train d'être élaboré ce volume Honneur à Saint John Perse, qui est ni plus ni moins, finalement, l'annonce de l'envoi de la maquette totale, et qui se termine, excusez du peu, par le sommaire complet de l'ouvrage, avec des encadrés de la main de Saint John Perse, des soulignements, et donc on retrouve là, comme personne ne s'en étonnera, l'intégralité, à peu de choses près, de ce que sera le sommaire complet de la publication, qui avait été, donc on peut le dire, fomenté à la fois par Jean Paulhan et par Saint John Perse, avec l'appui de Pierre Auster. Alors écoutez, moi, j'ai la tentation de laisser parler directement Pierre Auster à l'occasion de cette commémoration et de lui demander quel regard il porte sur une rencontre comme celle-là, en tout cas sur la mémoire que nous essayons de faire revivre de cette œuvre-là, vous qui y avez toujours été aussi attaché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, le gros volume Honneur à Saint John Perse, qui est une sorte de monstre, a une histoire qui vaut d'être contée. Jean Paulhan un jour m'a dit, écoutez, vous n'avez pas grand-chose à faire dans la vie, vous allez tenir un dossier, vous allez tenir le dossier d'un volume intitulé Honneur à Saint John Perse. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'éditeur Gaston Gallimard avait été tenu à l'écart de ce projet. Et lorsque j'ai déposé, d'après 2 ans ou 3 ans de travaux qui n'étaient pas très prenants, le manuscrit, il y avait 1800 ou 200 ou 2000 feuillets. Gaston Gallimard, dans sa gentillesse, m'a dit, voyant l'épaisseur du document que je venais de lui soumettre, il m'a dit, vous avez écrit un roman, vous voulez acheter une automobile? Je lui ai dit non, pas du tout, cher Gaston. Je ne veux pas acheter l'automobile, je n'ai pas écrit le roman, c'est le manuscrit du volume que vous allez publier, vous, l'éditeur, à la gloire de votre vieil ami Alexis Léger. Il m'a dit, mais de quoi s'agit-il? Alors, on donne aujourd'hui à cette publication un caractère un peu fastueux. En fait, c'était une entreprise menée dans le secret par Alexis Léger, son vieil ami Jean Paulhan, et je n'ai été en quelque façon que le commissionnaire qui, de temps en temps, classait un document.
Il y a seulement, puisque vous ne le savez peut-être pas, il y a une partie qui s'appelle Nouvel Hommage International. De cela, j'ai eu la responsabilité. Jean Paulhan m'a dit, eh bien écoutez, faites appel à des amis de votre âge ou plus jeunes, si bien que l'article d'Yves Bonnefoy, c'est une idée que je lui ai soumise. Il y a une très belle étude de Jean Bollack sur Perse et les Grecs. C'était également une idée à moi. De ça, je suis très fier, parce que là, véritablement, j'avais quelque chose à conduire. Voilà. Je tiens à mettre les choses au point, parce qu'il faut toujours minimiser les choses. L'understatement est une grande vertu. Alors, St. John Perse face au créateur d'aujourd'hui, j'avoue que lorsque j'ai reçu le très beau bulletin que vous nous avez envoyé ces temps-ci, St. John Perse face au créateur d'aujourd'hui, l'expression m'a paru étonnante et terrible. Parce que des créateurs, d'abord l'expression me paraît un peu outrée, mais il y a aujourd'hui de très très bons écrivains. Citons encore une fois Yves Bonnefoy, et citons maintenant Jacques Réda, Michel de Guy. Enfin, il y a une dizaine, une quinzaine d'écrivains vivants qui sont à la tête d'œuvres de grande force. Mais je ne sache pas qu'ils soient... qu'on puisse les mettre en quelque façon... sur le même plan que les Claudel, que les Léger, que les De Guy, que les Miloche, que les Ségalène, que les Jouve. Voilà. Si bien que le mot créateur aujourd'hui me paraît devoir être réduit, enfin, il serait préférable de ne pas employer le mot. Et je le dis avec d'autant plus de force négative, que d'une certaine manière, nous voici depuis 30 ans affrontés à l'affreuse déferlante de la poésie d'estrade. Vous me direz que nous sommes sur une estrade. La poésie d'estrade, c'est une expression russe qui désigne la poésie qui est faite, qui est écrite, qui est conçue, qui est manœuvrée, qui a l'objet d'une manœuvre de la part des gens qui ont l'habitude d'être affrontés à cette épreuve difficile de la lecture publique, de la lecture orale, non plus de la lecture silencieuse, de la lecture métaphysique ou intime. Et cette poésie dont la présence devient un peu obsédante, que j'appelle poésie d'estrade parce que l'expression avait cours jadis et que estrade, ça dit de la même façon en russe qu'en français, cette poésie non écrite aboutit, attention parce que là je suis assez, aboutit à une forme de déclamation à tout va, gouvernée par des excès, sans justification, non probants, par des manifestations de folie personnelle. C'est-à-dire que la poésie qui était depuis toujours une poésie écrite a changé sous nos yeux et longtemps maintenant à faire en sorte que la poésie soit rendue audible, visible, autant que faire se peut, ce qui n'est pas assuré. Parce que le besoin s'en fait sentir. Et pourquoi le besoin s'en fait sentir, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a une déformation du travail poétique qui s'opère chez les écrivains qui acceptent d'être soumis à cette nouvelle règle. Tu écris des poèmes, vous écrivez des poèmes, ces poèmes doivent pouvoir faire l'objet d'une lecture publique. La question vaut d'être posée. Et la question vaut d'être posée dans la mesure où St. John Perse lui-même, attention, Alexis Léger lui-même, moi je tiens au distinguo, eh bien, se montrait, et je vais le prouver en donnant des textes, se montrait tout à fait hostile à l'idée même qu'on peut lire en public. Vous m'entendez, monsieur Siri? Bon. Et au fond, là, je viens de passer, grâce à vous, 3 jours de lecture heureuse, silencieuse. Je me suis en quelque façon astreint à me préparer à cette rencontre d'aujourd'hui en ne modulant plus du tout le texte que je lisais. J'ai relu la Pléiade pratiquement de bout en bout. 3 jours, c'est bien. Je me suis trouvé dans la situation de quelqu'un qui se replie justement dans l'acte de lire par les yeux, et seulement ainsi. Et puis voilà, j'ai lu également la partie de prose du volume de la Pléiade, et dans une lettre à Henri Père, Pléiade, page 1073, notre auteur
notre auteur silencieux, Alexis Léger, a écrit ceci. Il écrit ceci en 1956, c'est déjà un monsieur d'un certain âge. Il écrit ceci: « J'ignore absolument comme poète le son de ma voix. » J'ignore absolument comme poète le son de ma voix. Et rappelons tout de suite que personne ne se serait hasardé à citer en sa présence un vers de lui. Personne ne lui aurait dit qu'y avait-il sinon l'enfance. Personne n'aurait jamais eu l'audace de lui proposer de se réentendre par une bouche même amicale, humaine. Léger n'aimait pas l'énorme, l'indiscret, le ridicule organe de la phonation. L'énorme et tout ensemble fragile appareil de la fabrication des sons, l'appareil phonateur ou phonatoire, qui se casse, qui se dérègle sous le poids excessif des mots, qui ne permet pas de façon régulière la bonne appréhension silencieuse des choses, la lecture muette et quasi divine de la multiplicité où nous sommes insérés et vivants. La machinerie rapide, ça c'est une expression que je vous propose, la machinerie rapide de l'esprit et des yeux et de l'esprit, lui paraissait supérieure à la grandeur pourtant remarquable de l'instrument dont ici nous usons, vous et moi, c'est-à-dire de la voix humaine, et nous en usons avec des succès qui ne sont pas complètement nuls. Bon, je m'avance beaucoup, me direz-vous, mais il se trouve que dans la Pléiade, page 567, on peut lire une lettre à la Berkeley Review, un entretien qui date de 1955. Et là, les choses se corsent. Vous allez bien m'écouter, Loïc Séry. Alexis Léger, parce que St. John Perse n'a rien à faire là-dedans. Alexis Léger, l'homme que j'ai un tout petit peu connu, que certains d'entre nous ont approché, dit ceci: il y a une répugnance extrême du poète français pour toute lecture sonore qu'il répudie d'avance comme une limite corporelle propre à restreindre ou à fausser la portée intérieure du poème et les chances mêmes de l'écrit. Et il ajoute: les œuvres vraiment françaises se refusent instamment à toute récitation publique ou privée et même à toute lecture intime faite à voix haute. Et ensuite, c'est amusant, il y a une lettre à Willy Brandt où il dit surtout pas de lecture publique, si je vais vers là. Non, mais c'est intéressant dans la mesure où tout d'un coup, une sorte de commandeur, comme dans Molière, comme dans Don Juan, nous intime, nous lance un ordre qui est tragique, et il nous dit ceci: si vous écrivez en ayant le sentiment que par ce biais-là, vous allez atteindre quelque chose d'important dans l'ensemble d'une société, si vous écrivez avec le sentiment que ce que vous dites peut un jour franchir l'obstacle de la lecture orale, vous êtes en train de perdre une partie de la perspicacité intime, de la finesse qui vous permet justement de penser sans dire. Voilà. Bon, c'est tout. Alors, je sais que je vous heurte en quelque façon, cher Loïc. Pas du tout. Pas du tout. Vous allez me répondre. Non, mais c'est là un problème assez... peut-être un problème très, très important, mais c'est quand même une question qu'on peut poser. Parce que la lecture orale, l'enseignement, alors là, moi, je bondis quand on nous dit on va vous enseigner la poésie. On ne peut pas enseigner la poésie. On ne peut enseigner aux individus qu'à se montrer silencieusement attentifs aux choses, par exemple. Bon, de là à écrire quoi que ce soit à propos d'un mur, d'une haie, d'un champ, ça, il y a un abîme d'incertitude qui s'ouvre. Mais c'est ainsi. Il ne faut pas oublier que dans les conditions de la société telle qu'elle est, la poésie ne peut plus apparaître comme une sorte d'instrument universel qui nous permettrait de nous réapproprier les choses. Je parle de la poésie orale, de la poésie enseignée, de la poésie commentée, de la poésie au service
de laquelle nous sommes quand même tous liés. C'est-à-dire, si nous ne faisons pas ce travail-là, la poésie va mourir, disons les choses, hein, carrément. Et en même temps, nous savons que nous en atteignons l'essence si nous cédons à cette sorte de possibilité de dire les choses uniquement par la voix. Nous n'avons jamais entendu la voix de Ronsard, nous n'avons jamais entendu la voix de Corneille, nous n'avons jamais entendu la voix de Racine. La voix que nous entendons, c'est une voix qui nous est exactement intime. C'est une voix qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'existence, et pourtant elle est présente. Donc il y a un danger, et je voulais seulement, c'était ma petite intervention, citer cette lettre de la Berkeley Review parce qu'elle est d'une violence extrême. Et voilà, et cette violence, je puis vous dire que, pour finir, que quand je dis que personne ne se serait hasardé à dire simplement à Saint John Perse, ou à XLCG, puisqu'on retombe toujours on renonce toujours à ce distinguo, si on lui renonce, on se serait heurté chez lui à une résistance farouche et même peut-être à un mouvement de colère. Certainement. Mais vous ne me heurtez pas du tout, Pierre Oster, quand vous dites ça, car je le prends comme un appel à l'exigence, ce qui ne me surprend pas de votre part. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la nécessité certainement d'avoir toujours à l'esprit les meilleures voies possibles pour transmettre. Et peut-être que ce faisant, nous commettons des compromis, pour ne pas dire des compromissions. Et il est certain que l'exigence à laquelle nous convie Saint John Perse lui-même, c'est-à-dire un contact que l'on peut même qualifier de cérébral avec la poésie, en tout cas un contact d'intériorité, est un appel à l'exigence. Un enseignant tout à l'heure m'a dit qu'un site pouvait effectivement être utile, et je le conçois tout à fait. Mais un site, quel qu'il soit, un site internet, n'a de fondement que s'il s'efface devant ce à quoi il invite, c'est-à-dire au silence, justement, auquel vous faites allusion. Bon, on peut effectivement avoir soi-même un certain goût d'écouter la parole poétique, et je dois dire que certaines réussites, comme celle par exemple que nous pouvons apprécier aujourd'hui avec les deux comédiens Georges Claes et Sophie Bourrel, peuvent démentir quelque peu cette réticence de Saint John Perse. Ne serait-ce que par la réussite, justement, quand on pense aux lectures de Laurent Terzieff, quand on pense aux lectures de Jean Vilar, ou bien d'autres exemples particulièrement aboutis, eh bien, on peut effectivement remettre en question cette propension au silence de Saint John Perse, mais en tout cas, c'est une propension qui n'est qu'exigence, et je crois que c'est important de le rappeler, même si ça nous prive aujourd'hui d'écouter vos textes. Mais bon, c'est un choix et nous le respectons tout à fait. J'aurais bien aimé, en tout cas, je vous incite à une seule chose. Ouvrez Pratique de l'éloge, qui a été réédité, si je ne m'abuse, l'année dernière. Et lisez ces textes, lisez Le Seul Maître, lisez La Chose française. Écoutez, vous serez là certainement à un niveau de langue et à un niveau d'économie du langage qui vous mettra à un certain seuil d'entrée dans la reconnaissance de l'éloge à Saint John Perse. Et puis, lisez aussi la poésie absolument incomparable, même s'il ne supporte pas qu'on lui dise ça, de Pierre Oster lui-même, qui est empreinte de cette pratique de l'éloge et qui est empreinte. Nous devions entendre « Puisque la sève brille ». Ce texte est magnifique, simplement. Et effectivement, il faut peut-être mieux exiger de soi plus d'accueil silencieux.